Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 12. Dans l'extrême peur, le Social Index, toujours sur Up, et le marketeur d'Orflow, actuellement dans le neutral. Je vous annonce que les tirages au sort des NFT reprennent dès ce soir en live sur Twitch. Retrouve tous mes réseaux en description et n'oublie pas de commenter les Zap Crypto si tu veux avoir une chance d'être tiré au sort. Je vous souhaite une bonne vidéo. C'était Zap Crypto. Avant de commencer au quart de tour les amis, comment allez-vous? C'est la fin du rêve? Non, quel rêve? Le rêve d'avoir un bitcoin qui monte indéfiniment sans descendre? Si t'étais dans ce rêve, ouais, c'est la fin. Par contre, il fallait que t'en sortes plus tôt mon pote. Ça veut pas dire que je trinque pas ma race, hein, mais ça veut dire qu'il fallait pas être dans ce rêve quoi. On va passer directement aux courbes et on va regarder ce que le Bitcoin nous a fait cette semaine. Il nous a fait une clôture juste en dessous des 21 000 $ et on commence notre deuxième bougie verte hebdomadaire. Après avoir vu un escalier qui tombe, on voit le Bitcoin qui commence à remonter depuis ces 2 dernières semaines. À mon plus grand malheur, moi qui voulais retrouver des prix bien plus bas, là le Bitcoin me donne tort. Et je voulais vous montrer un truc. Hop là, on va passer en mensuel. Vous voyez la mèche qui nous a fait aux alentours des 17 900, 17 800? C'est exactement presque pixel près la mèche qui nous a faite en décembre 2020. C'est-à-dire que les prix sont venus toucher les plus bas de décembre 2020 en juin 2022. Voilà, bon bah c'est assez marrant de voir que le trading a une mémoire des prix quand même qui se fait sur le marché et que les rebonds se font toujours à peu près au même niveau. Si j'ai juste un résumé à faire sur le Bitcoin, je dirais wait and see. Pour l'instant, le marché est plus ou moins incertain. Ce léger rebond et cette stabilisation aux alentours des 21 000 ne veut strictement rien dire, ne veut pas dire que le marché repart ou qu'on va se stabiliser pendant des mois et des mois et des semaines à 21 000. Pour ma part, je pense qu'on peut aller encore un peu plus bas. Ça, c'est mon espoir à moi. Ça serait intéressant de recharger à des prix plus intéressants. Donc voilà, ici on se trouve sur le weekly, on allait fermer là, et c'était bien que le Bitcoin nous fasse une petite bougie rouge quand même, ça aurait été plutôt sympathique. Malheureusement, le Bitcoin cette semaine nous fait ce qu'on appelle un spinning top. Donc je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, un spinning top c'est une toupie, et cette toupie signifie qu'il y a une indécision entre les acheteurs et les vendeurs. T'as les acheteurs qui ont voulu monter jusqu'à 21 953 $ et t'as les vendeurs qui ont voulu descendre jusqu'à 19 639 $. Mais pour l'instant, ils trouvent un consensus entre 20 499 $ et le prix actuel à 21 204 $. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ceci n'est pas forcément bullish. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai expliqué, on est venu chercher la ligne rouge. La ligne rouge, c'est la moyenne mobile 200 périodes sur du weekly. On l'a cassée et on réouvre en dessous. Mais ça monte pas tant que ça. En plus, les volumes, c'est pas folichon. Maintenant, à part le volume de la semaine passée, c'est en train de monter petit à petit quand même. Si vous ne regardez pas le volume de la semaine dernière, en fait, vous voyez que ça faisait 1, 2, 3, 4 volumes où ça monte, en fait. Donc, on est quand même en train de revenir sur des volumes qui montent. Mais c'est pas non plus des volumes très conséquents. C'est quand même pas des volumes très conséquents. Alors, sur le weekly, ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'on est venu chercher quand même appui pour le moment, en tout cas, sur vraiment la zone de l'all-time high, ici, hop, voyez, vraiment cette petite zone ici, on est venu prendre appui dessus. Donc, il y aurait peut-être formation d'une résistance aux 19-20 000 $ qui est en train de se faire. Donc, ce serait bien que la semaine prochaine, on reparte vers le haut et qu'on vienne attaquer la moyenne mobile 200. Ce serait bien. C'est pas pour ça que ça va arriver, mais ce serait bien. Rapidement, elle est peut-être au niveau de l'order flow. C'est vrai que le sentiment commence un petit peu à changer. On commence à avoir des fundings négatifs sur les dips, les ratios short qui sont pas mal remontés. Sur Bybit, on a un ratio short plus important que le ratio long. Sur Binance, ce week-end, on a le ratio short qui a bien chuté. Donc ici, il y a beaucoup de mecs qui se sont fait sortir du côté de leur short. Ici, là, sur cette accélération. Et du coup, qui ont dû clôturer leur short. Parce qu'ici, on voit une grosse chute aussi au niveau de l'open interest. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû voir leur short fondre en fait, qui ont clôturé leur short tout simplement. Et du coup là le ratio long est repassé devant, donc faut voir si le ratio short peut repasser devant. Ça reste à voir. Au niveau du sentiment, le doute commence à s'installer, donc c'est vachement intéressant. C'est ce qui fait que maintenant les gens ont plutôt tendance à essayer de shorter les mouvements baissiers, donc c'est ce qui fait qu'on peut capturer des vendeurs sur les dips pour essayer de pousser un petit peu plus. Donc ça, ce sera à surveiller également. Mais je vois pas d'autre chose à dire honnêtement ici du côté de l'order flow ici sur le BTC. C'est juste que voilà, les ratios short arrivent à remonter pas mal, donc les gens commencent à shorter pas mal le Bitcoin, même s'il y a toujours des gens qui essayent de l'acheter bien évidemment. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant,
Le développement du prix qu'on est en train de mettre en place, il est favorable à des vendeurs qui sont peu à peu bloqués, et ce qui fait qu'on pourrait aller squeezer un petit peu de vendeurs plus haut. Maintenant, il faut s'affranchir de la résistance, rien n'a changé à ce niveau-là. Ensuite, un indicateur très intéressant, on a le P-cycle. Le P-cycle, donc un P-cycle indicateur au niveau des tops, qui nous prédit plus ou moins tous les tops. Il a été très pertinent dans le passé, parce qu'on avait réussi à trouver le top de 2013 deux fois, 2017, pareil pour 2021. Et là, du coup, on a un indicateur inverse qui s'appelle le bas du cycle P. Donc, en anglais, ça dit P-cycle bottom, du coup, au lieu de P-cycle top. Et l'intéressant, parce que du coup, il fait l'inverse au niveau des moyennes mobiles qui se croisent au niveau de la baisse. Et quand en fait les moyennes mobiles se croisent, et ben ça donne du coup cette indication-là. Donc, encore une fois, c'est des moyennes mobiles, c'est théorique, mais ça marche plutôt bien. Parce que ça se prépare à 150 MA et la 475 MA. Et ce qu'on peut regarder, ouais, c'est ça dans le passé, c'est que vous voyez que la dernière fois que ça arrivait, donc on a cross ici, on était du coup P-cycle bottom, hop, il a donné l'indication ici au moment de ces deux moyennes mobiles qui sont croisées. Et vous voyez qu'on était sur le plus bas du marché historique en 2015. Ça a été le cas une deuxième fois ici au niveau des deux moyennes mobiles en novembre 2018 et encore une fois c'était le point bas du marché. Et là du coup ça arrive à grands pas. Logiquement ça devrait se faire durant les prochaines semaines pour ensuite faire une sorte de double croisement, c'est-à-dire un premier croisement dans ce style-là et après on croise une deuxième fois et quand on croise une deuxième fois, c'est souvent là on repart. Et voilà, on voit très bien ici, regardez, premier croisement, point bas du marché. On recroise un peu après, le marché, c'est là où il a trouvé plus ou moins son bottom après, qui commence à se relancer. Pareil ici, vous voyez, premier croisement, bottom du marché, deuxième croisement, c'est là du coup il a fini sa période de baisse et hop, on repart à la hausse. Et donc là, c'est ce qui devrait logiquement arriver. Voilà, un premier croisement avec du coup l'indication que le bottom est ici et ensuite on forme ce petit croisement ici, ce petit cercle qu'on a là et après on recroise du coup une deuxième fois, croisement bullish au niveau de la hausse et là par contre c'est la fin plus ou moins du bottom pour repartir à la hausse. Ça c'est en théorie, est-ce que ça se passait encore une fois, on ne sait pas. Voilà, on peut jamais avoir une théorie qui est parfaite par rapport au concret, mais c'est vrai que ça a plutôt bien marché dans le passé, donc voilà, c'est un indicateur qu'on peut regarder, je pense, attentivement. On va désormais aller vite fait sur Glassnode. Glassnode, là, on est sur le nombre de bitcoins qui sont sur les exchanges, donc ils ne sont pas sur des cold wallets. Vous voyez qu'on a une sortie, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, on a une sortie des bitcoins des exchanges pour aller sur les cold wallets, que moi j'attribue pour beaucoup au fait qu'en ce moment, on a beaucoup de news sur les exchanges, les exchanges, donc qui seraient mal en point au niveau financier, donc du coup les gens se mettent à l'abri en mettant plutôt leur crypto sur des ledgers. Surtout en ce moment, on est tellement bas qu'on est probablement aussi plutôt dans des logiques d'investissement, donc un petit peu long terme, plutôt que de spéculation. Ensuite, ici, le NUPL, vous voyez qu'on est au niveau largement du Covid, du crash Covid, mais on est loin déjà des niveaux au niveau du NUPL, donc c'est la perte ou le gain que vous ne réalisez pas, puisque ça, on connaît le prix d'achat de tous les coins et on connaît le prix actuel, donc du coup, on voit la souffrance du marché, c'est-à-dire ici, on est vraiment dans une sorte de période de capitulation où la plupart des acteurs sont plus ou moins en perte, encore une fois, non réalisés, c'est-à-dire que c'est des PNL, ce sont des profit and loss qui ne sont pas réalisés ici. Et aussi, si vous regardez un peu le nombre de holders de crypto au long terme, ou SOPR, ce qui donnerait en français ratio de profit de l'émission dépensée, quelque chose comme ça, et ceci alors veut dire qu'on compare là où du Bitcoin a été acheté et à quel point se retrouve-t-il donc en profit à chaque moment analysé individuellement. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que si vous prenez une EM1, et plus précisément la EM1 de 30 jours, eh bien vous pouvez voir qu'on a chuté, on est passé en dessous de cette ligne importante à ce point, mais généralement, eh bien on a tendance à se retrouver en dessous de ça avant qu'on puisse voir revenir des rallyes à la hausse de la part du Bitcoin. Vous pouvez voir qu'on est passé en dessous à ce point, on s'est consolidé pendant un moment, on est passé ici en dessous et on s'est consolidé, encore en dessous juste là et on s'est consolidé et juste là également. Donc ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'on pourrait bien latéraliser pendant encore un certain moment avant qu'on puisse revoir une hausse importante de la part du Bitcoin. On va vite passer sur le SP500, qu'est-ce qui se passe? On a clôturé sous l'EMA 666 le hasard il y a quelques jours, qu'est-ce qui se passe? On reclôture au-dessus. Historiquement, quand on pète la MA 666, c'est quand on reclôture au-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Clôture en dessous, clôture au-dessus, très boule pour la suite. Clôture en dessous, au-dessus, très boule pour la suite. En dessous, on redescend légèrement, mais on fait pas de plus bas creux et après très boule pour la suite. Ici, on clôture même pas, support. Et là également, très proche d'un bottom avant d'aller toujours plus haut. Donc on a des backtests, on a des divergences boules sur le VMC. On a des supports ici sur le RSI, joli support, rebondit dessus. Voilà, résistance ici descendante, légèrement plus haute. Et ensuite, grosse résistance sur le RSI. Actuellement vers les 58,77 ici, très attention.
Le dollar index d'ailleurs qui retrace un tout petit peu, donc c'est plutôt intéressant. On a d'ailleurs au niveau du DXY, je crois qu'on a travaillé sous le premier arrêt, donc pourquoi pas un retracement. Bref, au niveau du S&P 500, c'est plutôt positif. Je vais juste regarder en daily pour vérifier avec vous et on finira la vidéo là-dessus. Voilà. On a bien cassé en dessous du premier arrêt. On l'avait fait une fois, on réintègre. Premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est d'aller chercher une zone de rechargement d'achat court terme. Donc, pour continuer cette dynamique haussière jusqu'à preuve du contraire, si on passe en dessous des 100 points, l'indice 100 au niveau du dollar index, partez du principe, c'est notre rallye d'été. Hein. Ok ? Si on vient à clôturer et travailler là-dessous, c'est notre rallye d'été. On ne s'accroche pas à nos rêves. Hein. Pour toutes celles et ceux qui ont beaucoup de dollars, ça va pas beaucoup bouger, hein. Mais techniquement, on aura un joli signal si on commence à faire ce type de choses et qu'on vient à travailler en dessous les 100 points d'indice au niveau des dollars. Parce que ça va faire travailler beaucoup de mentalité. Ok, on n'y est pas. Soyons patients. Attendons la clôture, bien évidemment trimestrielle, ce sera important pour nous. Est-ce qu'on peut passer directement au marché qui est vert hein, pour la première fois depuis... Je crois même que j'avais des cheveux à l'époque. Le marché cherche à avoir de la visibilité. Il s'accroche au peu d'est-ce qu'il y a cette semaine, notamment les sondages réalisés auprès des directeurs d'achat qu'on appelle les PMI. Je la fais courte, voilà, c'est tout pourri. En France, on est au plus bas depuis 5 mois. Si on exclut les périodes de confinement sanitaire, c'est le pire ralentissement de la croissance, je parle des PMI, depuis novembre 2008. Et en plus de tout le contexte que tu connais, l'échec d'Emmanuel Macron à avoir une majorité absolue à l'Assemblée, on a rajouté une couche sur la confiance des dirigeants français. Parce que ça sent la paralysie tout ça. La Banque de France estime qu'il y aura cette année un taux de chômage à 7,4% en France contre 7,9% l'année dernière. Aux États-Unis, le PMI lui est ressorti largement inférieur aux attentes. Standard & Poor's relève 2 éléments inquiétants. Les pressions inflationnistes sont encore très fortes pour le mois de juin. Le coût des intrants et des charges de production augmente encore. Les entreprises ont souvent mentionné qu'elles avaient augmenté les salaires pour éviter que les salariés ne se tirent. Restons aux États-Unis avec les ventes de logements existants qui ont diminué pour le 4e mois consécutif. Le prix de vente médian d'une maison aux États-Unis a dépassé les 400 000 $. Et ça veut dire que fondamentalement, sur Bitcoin en tout cas, il n'y a pas eu une ligne de code qui a changé sur Bitcoin. Il n'y a pas eu une mauvaise nouvelle sur Bitcoin du genre on va passer par la fenêtre tous les gens qui possèdent du Bitcoin ou j'en sais rien. Donc on a déjà vu ces cycles 5 fois se produire avec des fois 20, des divisés par 20, pas de problème. Et en fait là on se dit mais est-ce que je suis pas en train d'assister à des soldes ? Oui, parce que si je crois dans les fondements de Bitcoin, dans les fondamentaux, il n'y a aucune raison pour qu'il ne remonte pas. Alors voilà, c'est toujours la question de la composition des gens qui détiennent un actif. Voilà, donc tu te dis, il y a 100 personnes qui ont acheté du Bitcoin. Bah, t'en as 20 qui sont les irréductibles, qui te diront, mais moi, j'y croirais jusqu'à la mort. Je mourrais avec les Bitcoins. Et si les gars sont assez malins, ils ont bien compris, en fait, les possibilités incroyables qu'offre le Bitcoin, et ben, c'est eux qui seront gagnants et qui seront incroyablement gagnants à l'issue, mais qui seront millionnaires. Bon. Et puis, t'en as une partie derrière qui sont, disons, je sais pas, la proportion, disons, 50% qui sont des gens qui se disent tiens j'ai un peu d'épargne, je comprends rien mais mes copains me disent tiens on gagne facilement de l'argent donc tiens je vais mettre un petit peu mon épargne là-dedans comme ça je vais gagner facilement de l'argent. Bon, alors et puis tu as les derniers qui sont de type je dirais les hedge funds, tu vois, c'est-à-dire les professionnels qui se disent attendez mais je vais pouvoir faire des trucs extraordinaires, c'est que non seulement je vais investir dans ce truc mais je vais emprunter de l'argent pour faire un effet de levier, pour faire encore plus d'argent. Mais professionnellement. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Ben, tout va bien jusqu'au moment où tu as un retour de marché qui peut être assez violent. Ce qui se passe, c'est que les 20% qui y croient toujours se disent « mais je m'en fous complètement ». Voire, quand ça aura bien baissé, j'en remettrai comme ça, je serai encore plus riche quand ça remontera. Les Jack Mullers de ce monde. I die on this skill. Bien sûr. T'as la troisième tranche qui sont les hedge funds qui se font rincer, c'est-à-dire qui font faillite. Et là, c'est dans les journaux, c'est les paniques. Bon, t'as suivi ça et tu en parles beaucoup parce que là, ils ont... Et puis les exchanges, genre Celsius, genre... Celsius, je pensais à Celsius, bien sûr, c'est ça. Parce qu'indirectement, à travers ça, tu as ce problème de liquidité. Et puis tu as le milieu là qui sont des gens qui se disaient moi je mets ça comme ça j'aurai un peu plus d'argent, puis ils disent non, j'ai besoin de mon argent, donc ils le retirent. Et donc finalement une espèce d'énorme, tu peux très bien voir que cette chute gigantesque c'est une purge
C'est une purge de la composition des détenteurs de Bitcoin. C'est ça qui est en train de se produire. Et puis le Bitcoin va arriver à un moment donné, il va être complètement purgé. Ne resteront dedans que des gens qui y croient fortement. Donc ils seront en fait, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est des investisseurs stables sur le long terme. Donc il va faire comme ça. Et puis si le projet n'implose pas parce que le monde implose, il va repartir et vont revenir les autres. Et donc vous allez avoir le retour. CZ, le fondateur de Binance, pense que les mauvais projets de la crypto doivent pas être enfloués. Donc le fondateur de la plus importante plateforme de crypto au monde en termes de part du marché, à savoir Binance, pense que comme dans chaque industrie, une grande partie des projets échouent et qu'il vaut mieux en fait les voir échouer petits que de les tenir en vie artificiellement pour ensuite les voir échouer plus gros et faire du mal à l'ensemble du secteur. Et d'ailleurs, on peut poser la question de savoir si ces déclarations font suite au fait que Sam Bankman-Fried, donc le fondateur de FTX, est renfloué par millions plusieurs boîtes avec des problèmes de liquidité, et ça notamment par l'intermédiaire de Alameda Research. Partons maintenant aux Pays-Bas où Coinbase va imposer de nouvelles restrictions. En effet, l'entreprise vient d'annoncer qu'à partir du 27 juin, les utilisateurs néerlandais devront indiquer le nom et l'adresse du destinataire, ainsi que la raison du transfert hors de la place d'échange. Et pour justifier ce changement, l'entreprise a invoqué la réglementation locale, alors qu'à l'heure actuelle, aucune réglementation impose ce type de restriction. Bref, Coinbase voit la régulation arriver à grands pas, et il se prépare en amont pour être en conformité avec la Travel Rule qui pourra potentiellement devenir la norme à l'avenir. Crypto-anarchiste, donc ça a été employé pour la première fois et défini par Tim May dans son manifeste en 1988. Et il a choisi ce mot-là parce qu'il aimait justement ce jeu de mots avec le côté crypto qui parle de caché et le fait que ça plaçait en fait le crypto-anarchisme entre le crypto-fascisme et le crypto-communisme comme une troisième voie, en fait, une alternative. Et donc il aimait aussi ce sens politique. Et on a tendance à oublier que ce sont les anarchistes qui ont porté la création de Bitcoin et de tout ce sur quoi nous parions aujourd'hui, clairement. Donc très très intéressant ce petit rappel. D'ailleurs, je vous invite à aller lire le manifeste. De temps en temps, ça fait du bien. Et l'idée, en fait, du crypto-anarchisme, c'est d'utiliser la cryptographie pour préserver la liberté et pour imposer une anarchie. Alors, c'est pas anarchie dans le sens où on s'amuse à casser tout ce qui existe et reproduire des lois et recasser derrière. Qui est une définition de l'anarchisme, la loi en perpétuelle redéfinition. Là, c'est plutôt de l'anarchisme au sens sortir des organisations étatiques et donc proposer une façon de vivre librement et d'échanger librement entre mains en se passant des États. Donc il y a quand même vraiment un militantisme politique fort derrière ce terme. Donc c'est quoi une économie de guerre en fait ? Alors effectivement, déjà... Est-ce que c'est grave, docteur ? Ah, c'est grave, docteur. Alors c'est grave, en tout cas, ça a des significations très, très claires dans l'histoire. Et effectivement, j'ai été très surpris. Il s'est quand même exprimé en tant que nouveau président réélu, et confortablement réélu, et aussi en tant que président de l'Europe. Donc il n'a pas simplement dit la France entre en économie de guerre, mais il a dit la France et l'Union européenne entrent en économie de guerre. Donc, ce n'était pas une espèce de projection. Alors, je me suis dit, tiens, s'il a choisi ces mots, il a dû les choisir avec soin, parce que c'est quand même quelque chose de dire une chose pareille. Bon, ça, c'est la première raison. Puis la deuxième chose, c'est qu'il faut quand même se souvenir qu'il y a 2 ans, il nous avait dit quelque chose, il avait utilisé le terme guerre à nouveau, en disant que la France était en guerre contre le virus. Et à ce moment-là, je m'étais dit, tiens, c'est peut-être ces communicants qui ont dit ça pour montrer la gravité. Une formule pour montrer que l'heure est grave. Voilà, que l'heure est grave. C'était une possibilité. Et puis en fait, on a quand même travaillé, donc et je me suis rendu compte que ça avait quand même une signification juridique, cette histoire. Il faut quand même se souvenir que le fait qu'il ait dit que la France entrait en guerre contre le virus a eu des conséquences. Par exemple, le fait qu'il a pu créer des juridictions d'exception en France. État d'urgence prolongé. Donc il y a des conséquences qui permettent au gouvernement de faire un certain nombre de choses qu'il ne pourrait pas faire en temps normal. Notamment, par exemple, la gouvernance de cette pandémie a été faite par une structure qui n'existait pas, qui était sous sa supervision et sous secret défense. Donc délibération sous secret défense. Donc quand il donne ce genre de mots, il utilise ce genre de mots, j'ai tendance à me dire, attention, ça doit vouloir dire quelque chose. Alors, historiquement, la question, c'est que c'est quoi historiquement une économie de guerre ? Alors,
c'est assez difficile à définir, mais d'une façon, disons, assez fondamentale. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'une économie de guerre, c'est un système économique qui, temporairement, accepte de sortir du jeu classique du marché libre en vue pour atteindre un intérêt supérieur qui est un intérêt supérieur de la nation. Donc c'est quelque chose d'assez important puisque ça va toucher au fondement même de l'économie de marché. Et la deuxième chose, c'est que l'économie de guerre, historiquement en tout cas, a demandé des efforts considérables à la population, efforts considérables en vue justement de financer un effort de guerre, qu'il y ait guerre ou pas d'ailleurs. On peut être en économie de guerre pour préparer la guerre ou être en économie de guerre parce qu'on est en guerre. Parlons maintenant de Yuga Labs. Donc Yuga Labs, je vous ai parlé de nombreuses fois, c'est la société qui est derrière les plus gros projets NFT du moment, les Bored Ape Yacht Club, les CryptoPunks, tout ça c'est Yuga Labs. Et en fait, ils viennent de porter plainte contre Ryder Rip. C'est qui Ryder Rip? C'est quelqu'un qui arrête pas de dire sur les réseaux sociaux que tout ce que fait Yuga Labs et les Bored Ape Yacht Club a une connotation nazie. Il y a des messages cachés nazis derrière tous ces NFT. Donc Yuga Labs est en train de porter plainte, pas forcément que pour ça parce qu'il dit ça, parce qu'en plus il a sorti sa propre collection de NFT qu'il appelle RR Bored Ape Yacht Club, donc comme Ryder Rips, et en fait c'est juste une copie conforme de tous ces NFT, et il a gagné pas mal d'argent grâce à ça, et du coup Yuga Labs porte plainte pour essayer de stopper tout ça. Et on reste toujours dans le secteur des NFT avec ici leur application dans le secteur de l'immobilier. En effet, le promoteur immobilier nommé Night Dragon va émettre 100 000 jetons non fongibles qui seront des parts de propriété de 2 immeubles de luxe à Londres qui représentent 191 logements et qui valent aujourd'hui environ 170 millions de dollars. Et donc en achetant ces NFT qui se nommeront KDB4, les futurs propriétaires se verront distribuer 80% des bénéfices qui sont générés par ces 2 immeubles. À savoir que pour le moment, aucune date de lancement n'a été annoncée, mais l'entreprise déclare que les détenteurs des KDB4 auront également un accès prioritaire pour les futures propositions d'investissement que Night Dragon proposera. Et finalement, Joy Lam, la personne qui a dirigé ce projet, a déclaré que la tokenisation des bâtiments de Night Dragon était une transaction révolutionnaire qui transforme un actif traditionnellement illiquide en un produit d'investissement efficace, transparent et accessible au grand public. On va passer à la dernière news d'un de nos viewers pour montrer qu'on écoute la communauté. Un NFT, Wine Bottle Club, qui s'associe à des grands vins et la blockchain dans sa première collection de NFT. Tu veux nous faire un petit mot dessus, David? J'ai vu un vendredi, je crois, vendredi ou jeudi. Ah bon, t'aimes pas le vin? Bah ouais, je suis pas fan du vin, mais bon, c'est la France, c'est notre pays, c'est le patrimoine, tu vois. Voilà. Donc c'est quelque chose de noble. C'est une initiative prise par Lasserre et Papillon. Ouais. Donc c'est le premier distributeur orienté sur la vente de grands vins payables en Bitcoin. Wow. Et en traitant la news, j'ai vu qu'ils étaient là depuis 2018. Ils ont fait en 2018 une société pour pouvoir acheter du vin en crypto. Oui. C'était ça leur première société. Et là, ils ont créé effectivement des NFT radossés à des bouteilles de vin. Franchement, parce qu'en 2018, c'est cool. Pas quelqu'un qui était là juste pour surfer sur un truc, qui se sont vraiment dit j'adore cette technologie, parce qu'en 2018... la crypto, la blockchain, tout était en berne. Donc c'est vraiment des personnes qui sont plutôt technophiles. Les mecs, c'est des spécialistes. Les mecs, c'était des négociants dans le vin, donc ils savent de quoi ils parlent. Ouais, ils s'engouffrent pas dans une brèche, dans une espèce de hype. Ils sont là depuis 4 ans. Et ils lancent une collection d'NFT. Il y en a moins de 5000. Ouais. Quand tu achètes le NFT de tel grand cru, tu reçois la vraie bouteille. Utilité dans la vie courante et utilité aussi dans le futur, à savoir visiter des caves dans le métaverse, par exemple. On va terminer sur cette news Made in France. Stephen, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a apparu le 23 juin, il y a des théories de ouf de partout. On peut reconnaître effectivement une basket, le logo Stephen et un Bored Ape. Est-ce que c'est un partenariat officiel? Est-ce que ce sera des chaussures aux effigies des Bored Ape? Est-ce que ce sera, y en a qui disent que ce sera un 3e univers, autre que Solana, parce qu'ils appellent ça des univers, autre que Solana ou BSC, qui aura l'univers des Apes. On sait pas trop, il y a plein de théories dessus. Pourtant, le token n'a pas trop réagi par rapport à ça, c'est vraiment trop flou. Et on aura la réponse apparemment le 1er juillet, donc dans 6 jours, genre un truc comme ça. Donc si vous avez des théories, les théories les plus folles, n'hésitez pas à les partager. Et vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt de tous ces NFT? Il y en a plein à vrai dire, le point d'intérêt majeur étant la sécurité liée à la clé numérique qui le protège via la blockchain. De la même manière qu'on a développé à une autre époque les utilités de la puce. Non, pas celle-là, la puce électronique qui a fini par trouver sa place dans la société afin de garantir la traçabilité. Les NFT finiront par rentrer également dans le quotidien pour garantir la sécurité
de ce qui est falsifiable à l'heure actuelle. De nouveaux genres de NFT sont même désormais sur le point de faire leur arrivée, notamment les SBT, c'est-à-dire Soulbound Tokens, proposés par Vitalik Buterin, qui sont en cours d'étude et qui, là, seraient des jetons uniques et non transférables qui permettraient de sécuriser nos documents d'identité, nos documents officiels divers, etc. On croit au long terme. On a prévu d'être réseau et d'avoir les reins solides parce qu'on a déjà traversé le désert une fois, on est prêt à le traverser encore. La particularité, c'est que plus tu avances, plus tu recrutes. En France, c'est pas des CDI, c'est des mariages. Et ce sont des charges récurrentes. Et donc, il faut être sûr d'avoir des revenus récurrents. C'est ce qui fait peur, mais c'est le jeu de l'entrepreneur. On joue un peu au funambule sur un fil où on doit avancer vite, fort et sans faire le moindre faux pas. Et quand on en fait un, ça fait très très mal. Mais c'est pas grave, on remonte sur la corde et on réavance parce que c'est la seule chose qu'on a appris en plus de 7 ans. Il faut y aller fort et il faut recommencer. Il faut aimer se casser la gueule et c'est ce qu'on a appris. Donc des fois, ça fait mal. Mais non, on apprend de ça et on a une bonne vision de marché global. On a une bonne visibilité de notre gestion interne de nos structures, mais on se refuse à certains raccourcis. On voit certaines boîtes qui accélèrent, qui font des grosses levées, c'est peut-être parce qu'on a peur d'aller dans une direction qui n'est pas la nôtre. On veut avancer avec nos valeurs. On a dépassé nos objectifs personnels depuis longtemps, donc on s'est dit c'est notre bateau de pirate. Maintenant, on navigue parce qu'on aime la mer. Et aussi parce qu'on est capable à la fin de faire quelque chose de beau sur une sortie, je pense, mais on veut également continuer à le faire, mais avec nos codes à nous, avec ce qu'on a transmis à nos gars et qui nous le rendent tous les jours. On a le droit de grandir, ça nous fait mûrir, ça nous fait avancer, et ça nous confronte dans des situations où on rencontre des gens tous plus pertinents les uns que les autres, on a le droit d'apprendre, et ça vaut beaucoup, je crois. Et moi qui souhaiterais me lancer dans l'entrepreneuriat sur les crypto-monnaies, dans le domaine des cryptos, c'est vrai que c'est pas facile, et franchement, félicitations pour tout ce que tu as. Après la pluie, il y a le beau temps, mais le beau temps ne reste jamais, donc faut danser. C'est juste qu'on ne sait jamais un jour à l'autre sur quel pied on va danser. Faut s'amuser. Je crois qu'il faut vraiment s'amuser, sinon c'est pas toujours tenable. Et ensuite, il faut être capable de dire ok, là je pense que je peux faire quelque chose, là je me suis trompé, donc je reste là-dessus, je me focus là. Et le truc qu'on a appris et qu'on a mis beaucoup de temps à faire aussi, c'est qu'on a voulu être partout tout le temps et tu peux pas. Donc c'est pour ça que on gère chacun une grosse structure en full time, même si on est toujours opérationnel sur plusieurs. Mais il faut mettre un homme clé par boîte avec une équipe dédiée. Et il faut s'entourer d'hommes parce que mine de rien, même si c'est décentralisé, même si ça avance vite, même s'il y a beaucoup de demandes, ça reste quand même l'équipe humaine qui construit, qui développe, qui partage, qui communique et qui fait vivre une communauté, une entreprise, une institution et même un protocole décentralisé. Il y a toujours quelques noms derrière qui sont très importants. Il y a toujours une équipe derrière. Merci beaucoup, Owen, et merci pour avoir pris le temps de répondre à ces questions. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et puis, tu as un petit dernier mot pour les viewers ? Amusez-vous, surtout amusez-vous. Merci à tous, ciao. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.